présentation de la FNH. Donc, je remercie Olivier de partager ce webinaire sur l'anxiété. La FNH, vous voyez ici sur la carte de France. Non. La FNH existe depuis plus de 25 ans. Olivier reprendra derrière moi pour compléter. A été créée au départ par Jean Gaudin. Olivier vous en dira plus. Et vous avez des centres, c'est l'Association française de la nouvelle hypnose qui existe bien sûr à Paris, Toulouse, Marseille, Rennes, Bruxelles et Annecy. Donc moi, je suis Tania Lafort et je m'occupe de la FNH Annecy. Donc, je vais rapidement passer la parole à Olivier. J'arrête le partage d'écran. Et Olivier, donc tout le monde a bien coupé son micro, c'est OK, ça fonctionne. Eh bien, je vais te laisser te présenter directement. À toi de jouer. OK. Bonjour, on m'entend, ça va? Moi, je t'entends en tout cas. OK, alors on va imaginer que tout le monde m'entend. Après, je pense que beaucoup me connaissent déjà. Donc, je suis Olivier Perrault, je suis psychologue clinicien. Et j'ai eu la chance, pendant mes études, de rencontrer Jean Gaudin. Jean Gaudin, c'était le psychiatre qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France. Et donc, non seulement je l'ai rencontré, mais je suis aussi devenu son assistant, son stagiaire perpétuel. Et donc, on a travaillé ensemble pendant 10 ans, jusqu'à son décès en 2002. Et depuis, j'ai repris donc la FNH, Association française de nouvelle hypnose, qui s'est développée. À l'époque, on était seulement à Paris. Et puis, depuis, on a fait des petits. Et donc, il y a des écoles un peu partout maintenant. Voilà pour la FNH. OK. Alors, attends, je t'ai perdu parce que voilà. Alors, maintenant, je voudrais parler, le thème de la conférence, c'est l'anxiété et la phobie. Donc, je voudrais que tu nous expliques un petit peu quelle définition tu mettrais à l'anxiété et puis peut-être faire un lien avec ce que vivent les personnes aujourd'hui avec cette particularité du confinement. Quelle différence, toi, tu fais, par exemple, entre l'anxiété et le stress? Je pense qu'on peut avoir 3 points de repère à l'esprit. La première chose dont je parlerai, c'est de la peur. La peur, ça fait partie des émotions. Et on existe, alors ça dépend des bouquins, mais grosso modo, on va dire 6 émotions de base, 6 émotions universelles. Il y a la colère, il y a le dégoût, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la surprise. Et chacune de ces émotions vont nous indiquer un comportement à avoir. Émotion, ça vient de émotirer, qui veut dire mettre en mouvement vers l'extérieur. Et donc les émotions, c'est un indicateur. Alors la peur, par exemple, c'est l'indication d'un danger, c'est quelque chose d'utile. L'inconvénient du manière générale, c'est que tout est utile dans sa juste quantité, dans un juste milieu. Celui qui n'a pas peur du tout, il est inconscient, il se met en danger, mais celui qui a peur de tout, il fait plus rien, il avance plus. La peur, c'est une émotion dans la juste mesure, dans le juste milieu, c'est quelque chose d'utile. Et la peur, elle va engendrer des réactions physiologiques, ça tout le monde le sait, ces réactions physiologiques, elles servent à fuir ou à combattre. C'est l'accélération cardiaque, c'est le fait de respirer plus fort, et entre le cœur qui bat plus fort et le fait de respirer aussi davantage, c'est pour alimenter les muscles en oxygène et puis en glucose qui va nous servir à pouvoir courir plus vite si j'ai décidé de fuir, à pouvoir taper plus fort si j'ai décidé de me battre. Et ces réactions physiologiques correspondent aussi à ce qu'on pourrait appeler le stress. Le stress, c'est aussi un état physiologique. Alors, ce qui est intéressant avec le stress, étymologiquement parlant, ça vient d'un mot latin qui veut dire rigidifier, rendre raide. Et du coup, c'est les anglo-saxons qui en premier ont introduit le stress dans la biologie, parce qu'en fait, ils ont au début, le stress en anglais, ça servait à décrire une caractéristique du métal, le métal qu'on peut plier plusieurs fois avant qu'il ne rompe. Ça a amené aussi la résilience avec Boris Cyrulnik, parce que c'est la même chose, la résilience, c'est cette résistance que le métal va avoir, combien de fois je peux plier avant qu'il ne casse. Et donc, l'idée qui est derrière tout ça, c'est que le stress, c'est quelque chose qui va finir par nous fragiliser. Alors, le petit inconvénient, c'est que quand on parle de stress, on parle à la fois de ce qui va me stresser, l'agent stresseur, et de ma réaction. Quand je dis je suis soumis au stress, ça veut dire que j'ai des choses stressantes autour de moi. Mais ce stress, c'est aussi la réaction physiologique que j'ai en moi. Et donc, l'idée, en tout cas, c'est que, par exemple, la période actuelle que l'on vit va peut-être fragiliser un certain nombre d'entre nous. Parce que c'est l'inconnu,
on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas comment on va en sortir, on a un sentiment de danger accru, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan de notre santé immédiate. Et ces préoccupations négatives continuent, bah, comme le métal nous fragilise au fur et à mesure. Tout ça, c'est l'effet de stress. Après, je pense qu'on peut rajouter la phobie. C'est ça les 3 points de repère que je voulais évoquer. La peur, normal. Le stress, normal. C'est une réaction à l'environnement. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'émotion, c'est quelque chose qui ne dure pas. Une émotion, c'est un petit peu comme un réflexe. C'est d'ailleurs la différence entre une émotion et un sentiment. C'est qu'une émotion, c'est quelque chose de passager. Elle est censée s'arrêter. Une fois que ce qui me fait peur est parti, je suis plus censé avoir peur. La peur s'arrête. Un sentiment, contrairement à une émotion, c'est quelque chose qui dure. Et donc, effectivement, la phobie, ça va être lorsque la peur se dérègle et lorsqu'elle devient elle aussi constante. Peut-être pour avoir un point de repère, encore une fois, clair et net, on est phobique à partir du moment où on a peur d'avoir peur. C'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'adapté. La phobie, c'est inadapté. La phobie, elle ne va pas nous rendre service. La peur nous rend service, la phobie, non. Et en fait, je deviens phobique à partir du moment où j'ai peur d'avoir peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où j'ai peur de vivre les réactions de la peur. Et en fait, le phobique, il a peur de faire des crises de panique. Dans la crise de panique, il y a des symptômes qu'on a déjà cités, il y en a 13 en tout. Mais donc, en fait, le phobique, il a peur de ressentir cet état-là. Et du coup, il va fuir les situations, comme l'ascenseur, si c'est son problème, il va fuir, ou l'avion, peu importe, il va fuir toutes les situations qui pourraient le mettre dans cet état-là en particulier. Donc, la phobie, c'est la peur de la peur. Okay. Alors, autre question, donc on fait la différence entre le stress, la peur, l'anxiété. Tu mettrais ça dans quel cas? Parce que dans l'anxiété, on va avoir en même temps des réactions de peur et en même temps, il y a une espèce de rumination qui s'installe. Moi, je le perçois comme ça. Comment tu définirais ça, toi? Ben, je pense qu'on peut dire qu'on est tous plus ou moins anxieux. Quand on dit que les hommes naissent égaux, c'est un petit peu une blague. Parce qu'on va tous naître avec nos ressources et nos capacités. On n'a pas tous le même quotient intellectuel, on n'a pas tous le même développement physique. Et dès le départ, on n'est pas tous armés de la même manière. Et certains vont être plus ou moins sujets à développer du stress, à développer de l'anxiété. Anxiété, là aussi, ça vient du latin, ça veut dire anxiere, ça veut dire serrer. Donc l'anxiété, c'est les gens, là, ça les prend à la gorge comme ça les serre. C'est encore un symptôme physiologique. Mais donc, dès la naissance, on est tous plus ou moins anxieux. Et puis, notre environnement va aussi créer, encore une fois, plus ou moins d'angoisse, plus ou moins d'anxiété, plus ou moins de cette capacité à être négatif par rapport à l'avenir. En fait, plus j'ai confiance en moi, moins je serai anxieux. Toutes ces choses, le stress, l'anxiété, etc., ça parle de la capacité à s'adapter à son environnement, à faire face, à avoir les bonnes réponses par rapport à l'environnement. Si je suis persuadé que j'ai toutes les ressources et tous les outils en main, il n'y a pas grand-chose qui va me faire peur. Actuellement, par exemple, crise économique, ceux qui ont 3 millions d'euros sur leur compte sont moins stressés que ceux qui ont 3 euros sur leur compte. Parce qu'avec les 3 millions d'euros, on sait qu'on va pouvoir répondre quoi qu'il arrive. Celui qui a 3 euros, il a plus de mal à dormir que le premier. Si je fais 2,20 m et 130 kg de muscles, j'ai moins peur que celui qui est tout petit et tout chétif. Comme disait Coluche, tous les hommes sont égaux, mais pour celui qui est petit, noir et moche, ça va être plus compliqué que pour les autres. Il est un petit peu moins égaux. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que si je pense que j'ai les capacités à répondre à tout ce qui pourrait arriver, je suis pas tellement angoissé. Et donc, je peux aussi avoir reçu l'angoisse au biberon, parce que si mes parents eux-mêmes manquaient de confiance en eux, ou si mes parents voyaient tout en noir, tout en négatif, vers la moitié plein, vers la moitié vide, ben, ils m'ont appris à avoir peur, ils m'ont appris à douter, ils m'ont appris à avoir peur de l'inconnu. Ça aussi, ça va avec l'angoisse, tout ce qui m'est familier me fait pas peur. Il y a même un dicton qui dit on est plus rassuré par un vieil ennemi que par un nouvel ami. Parce que mon vieil ennemi, je sais à quel moment il va me trahir, je sais comment il fonctionne, je sais à quoi m'attendre. La nouvelle personne, le nouvel ami, je sais pas comment est-ce qu'il fonctionne et je sais pas si je peux faire confiance et je sais pas comment est-ce qu'il va réagir dans telle ou telle situation. Donc plus on est anxieux, plus on va avoir du mal avec tout ce qu'on ne maîtrise pas, avec tout ce qui n'est pas encore connu, tout ce qui n'est pas familier.
Merci. Alors, on sait très bien qu'en hypnose, on va dire qu'on n'a pas de protocole et que tout ce qu'on va faire va dépendre, entre autres, de l'anamnèse. Et c'est vraiment du sur-mesure en fonction de la personne. Maintenant, il y a quand même des tendances. Toi, quelqu'un qui aurait une anxiété par rapport à cette période ou ce genre de choses, est-ce que tu as des astuces ou quelque chose que tu as vu régulièrement dans l'anxiété que tu utiliserais en hypnose et qui pourrait nous servir? Un petit peu de recul, je parlais tout à l'heure de Jean Godin, et donc Jean Godin, c'est lui qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France dans les années 80, et à l'époque, il a été beaucoup décrié, parce que justement, l'hypnose était mal vue à l'époque. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait déjà été beaucoup décrié 25 ans avant, parce que dans les années 50, il a écrit la toute première thèse de médecine qui parlait de relaxation. Et lorsque dans les années 50, il a publié sur la relaxation, ses collègues médecins lui ont dit qu'il n'avait rien compris à la médecine. En fait, je pense que Jean, deux fois de suite, a eu raison un petit peu avant tout le monde. Et donc, lorsque Jean nous parlait de relaxation, il nous disait c'est simple, il y a deux systèmes antagonistes qui régissent l'être humain, ça on sait un petit peu tous, c'est système sympathique et système parasympathique. Alors moi, j'avais retenu à l'époque avec un truc mémotechnique, c'est que le système sympathique, c'est celui qui est pas sympa. C'est-à-dire que le système sympathique, c'est celui qui justement va coder pour le stress. Lorsque j'ai un coup de stress, que mon cœur s'accélère, que j'ai un coup de chaud et que je respire très fort, c'est mon système sympathique qui s'est emballé. Et en fait, c'est comme les deux plateaux d'une balance. Quand il y en a un qui s'active, l'autre se désactive, et inversement, ils s'équilibrent l'un l'autre. Bah, ça veut dire que de la façon la plus simple du monde, il faut apprendre à stimuler son système parasympathique si le sympathique s'emballe de trop. Ça rejoint ce que je disais, certains ont reçu l'angoisse au biberon, ils ont appris à suractiver ce sympathique. Et donc le parasympathique, ce sera tous les trucs qu'on connaît par rapport à la relaxation, par rapport à la cohérence cardiaque. Et l'hypnose nous amène tout simplement le bon souvenir, le lieu sûr, le lieu sécure. Je pense que d'une manière générale, on peut tous se faire une batterie d'énergie positive avec les ancrages, là aussi qu'on connaît bien en hypnose. Chacun va choisir ses ancrages, mais ça peut être tout simplement une odeur qu'on aime bien. Il y a des gens qui utilisent des huiles essentielles, ils ont un petit flacon dans leur poche. Chaque fois qu'ils ont besoin, ils vont respirer cette odeur qui aussitôt les apaise, parce qu'aussitôt ça active leur parasympathique. Et ben à nous de bien se connaître. Bien se connaître est le premier des soins. À nous de bien se connaître pour savoir justement quel ancrage positif je vais pouvoir utiliser. Là, j'entends, comme beaucoup en ce moment, des oiseaux qui chantent dans mon jardin. Le chant des oiseaux, c'est un ancrage positif. Le rire des enfants, c'est un ancrage positif. Après, ça, on sait tous. Mais combien, là, on est plus d'une centaine aujourd'hui, combien il y en a qui le font vraiment? Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que si tous les jours, on prenait juste 5 minutes d'auto-hypnose ou de méditation, appelez ça comme vous voulez, pour être dans son bon souvenir, pour être dans ses énergies positives, ben, on en fait vraiment un ancrage, on en fait vraiment un réflexe conditionné. Et chaque fois que j'ai une énergie négative, je vais dans mon lieu sécure, je vais dans ce qui m'apaise. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est comme mettre ses baskets pour les courir. Entre ceux qui le font et ceux qui le font pas, il y a une grosse différence. On est d'accord. Alors pour ma part, je fais et j'avoue que ça m'aide beaucoup. Moi, je pratique beaucoup l'auto-hypnose, beaucoup la cohérence cardiaque, et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait tous transmettre à nos patients parce que c'est de l'or en barre quelque part, surtout en ce moment. Donc, et à nos enfants, c'est ce genre de choses qu'on devrait tous apprendre à l'école. Et aujourd'hui, l'école commence à s'y ouvrir. Il y a des cours il y a des petites initiations yoga, sophrologie, relaxation dans les écoles de plus en plus. Et ça, c'est absolument génial. absolument. Donc pour l'anxiété, ok, on va travailler sur la relaxation, on va faire une anamnèse, on va voir en fonction aussi des ressources de la personne, puisque la personne n'arrive pas chez nous neutre, elle a déjà des expériences de vie où elle a su s'en sortir, etc. Et là, on est vraiment orienté sur les thérapies orientées solutions et ce genre de choses. Maintenant, pour la phobie, alors on a des façons de traiter la phobie en TCC. Est-ce que tu veux nous parler de la façon en hypnose dont toi, tu traites ton axe pour les phobies? Par rapport aux phobies, là encore, je pense que
Les TCC, de manière générale, l'hypnose est considérée comme un amplificateur. C'est-à-dire que l'hypnose, elle va amplifier le résultat de tout ce qui fonctionne déjà bien. Et donc, les TCC, c'est quelque chose qui est TCC, donc thérapie cognitive et comportementale pour tout le monde. Les TCC ont fait leur preuve de leur efficacité et les TCC utilisent ce qu'on appelle l'exposition progressive. Alors l'idée, c'est qu'on va combattre, on va soigner le mal par le mal, on va guérir la peur en s'exposant à ce qui nous fait peur. Parce que d'ailleurs, bien souvent, la peur est peur de l'inconnu. Et une fois que les choses me deviennent familières, comme je disais tout à l'heure, elles ne me font plus peur. Celui qui a peur de l'eau, il va jamais à la piscine parce qu'il a peur de l'eau. Ben, on va lui demander de faire l'inverse, on va lui demander d'aller à la piscine et puis d'y rester de plus en plus longtemps. Et l'idée de cette exposition progressive, c'est que ça s'appuie sur une particularité de la crise d'attaque panique. C'est qu'une crise d'attaque panique, ça dure maximum 3/4 d'heure. Alors quand on est dedans 3/4 d'heure, ça peut paraître long, mais ça dure maximum 3/4 d'heure. Tant qu'il n'y a pas un nouveau stimulus qui va relancer une nouvelle attaque panique qui se surajoute à la première. Mais donc, si je prends l'exemple de celui qui a peur de l'eau, quand je vais lui demander de rentrer dans la piscine, il y a un moment, il va paniquer, il va avoir envie de ressortir. Et là, je lui demande de ne pas ressortir, de rester là, de me faire confiance. Et pour qu'il puisse vivre ce qu'il n'a jamais vécu, c'est que la peur, elle monte très vite, très fort, mais qu'après, elle fait un plateau, et qu'après, elle redescend en prenant son temps. Et le phobique, il s'enfuit toujours, pendant que la peur, elle est en train de monter. Il imagine qu'elle va monter jusqu'au ciel et finir par le tuer, lui donner une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Et il a rarement l'occasion de ne pas fuir, et du coup, de constater que la peur se résout d'elle-même et redescend d'elle-même. Et donc, exposition progressive, c'est ça. Ça apprendre aux gens à affronter petit à petit ce qui leur fait peur, et puis à reprendre confiance dans le fait que la crise ne va pas les tuer, et de constater que c'est surtout l'imaginaire qui leur fait peur et les fait fuir, et que le réel est l'antidote à cet imaginaire. Donc, grosso modo, hein, très vite, le principe de l'exposition progressive, c'est ça, parce que celui qui a peur des chiens, pourquoi progressif? Parce que je vais l'habituer à la peur en partant des plus petites peurs pour aller vers les plus grosses. Donc, je commence pas par un Doberman enragé. Je vais d'abord aller chercher un petit chihuahua asthmatique, à moitié mourant, qui a plus de dents. Puis là, il va me faire un petit peu moins peur. Et puis, une fois que je saurai gérer l'étape chihuahua asthmatique, eh ben, je vais aller vers des chiens de plus en plus gros, jusqu'à ce que je sois capable de gérer un Saint-Bernard en pleine forme. Et en hypnose, on peut faire cette exposition progressive de façon virtuelle. Là encore, hein, c'est pas la peine d'investir dans des lunettes de réalité virtuelle, dans des matériels et matériaux qui coûtent assez cher, parce que l'hypnose permet une super réalité virtuelle. Et donc, en réalité virtuelle, je peux exposer petit à petit. Je vais apprendre aux gens à gérer leurs émotions avec le bon souvenir et les ancrages, tout simplement. Et puis, c'est aussi les exposer lorsque c'est possible en réel. Par exemple, une photo d'araignée, une vidéo d'araignée, une araignée morte, une araignée en plastique ou je ne sais quoi, et leur apprendre à se calmer à chaque étape. Ça, c'est l'exposition progressive. Et puis après, il y a un truc qui fonctionne bien en hypnose, mais avec particulièrement deux phobies mais qu'on rencontre souvent, qui sont phobie de l'avion et vertige. Et c'est un protocole que j'ai déjà eu l'occasion de décrire en formation, que j'appelle le millefeuille, où là, dans ce protocole, on va démarrer par une relaxation. Et puis, contrairement à l'exposition progressive, où je pars de la plus petite peur pour aller vers les plus grosses, là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par la situation la plus anxiogène possible. Celui qui a peur de l'avion, par exemple, une fois qu'il est relaxé, une fois qu'il est en hypnose, d'un seul coup, sans transition, je vais dire, bah, maintenant, tu vas me détester, puisque maintenant, on va aller dans l'avion, et je l'amène dans un avion qui lui fout bien la trouille. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment pas bien et que ces tensions soient visibles. Et puis, une fois qu'il a éprouvé suffisamment de tension, d'abrasion, je vais repartir dans une tranche de relaxation. C'est pour ça que ça s'appelle le millefeuille, parce que je fais une couche de tendre, une couche de dur, une couche de tendre, une couche de dur. Et on va alterner comme ça 3 allers-retours entre la relaxation et puis ce qui lui fait peur. Sauf qu'à la deuxième exposition, on va suggérer un changement. On va dire, voilà, on va retourner dans l'avion, mais cette fois-ci, ça va être différent. D'abord parce qu'il est plus prêt par surprise, parce qu'il l'a déjà vécu une fois. Et puis, on va ensuite passer en prescription du symptôme, c'est-à-dire lui demander de se faire peur, parce que là, il a quand même moins peur que la première fois. Il faudra qu'il fasse un effort pour avoir peur. Et à partir du moment où on veut avoir peur, ça devient plus difficile d'avoir peur. Et donc, en général, en 3 allers-retours, les gens vont vivre que la 3e fois qu'ils sont dans l'avion, par exemple, en haut de la grande échelle.
ils ont nettement moins peur. Et on va pouvoir terminer la séance sur ce constat-là. Et me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, par rapport à ces deux phobies en particulier, peur de l'avion et vertige, sur une séance unique de ce millefeuille, que je pourrais décrire plus précisément pour ceux qui veulent, je le ferai par écrit. Donc sur ce millefeuille et sur une séance unique, on arrive à débarrasser les gens de leur vertige et de leur peur de l'avion. Je crois d'ailleurs qu'il y a une stagiaire, Isabelle, qui a dû nous rejoindre aujourd'hui, qui fait partie des gens qui avaient le vertige, qui avaient du mal à monter sur un escabeau, et qui a été pendant une formation en hypnose, qui a été cobaye d'une démonstration. Je salue les Belges qui disent cobaye, et non pas cobaye. Mais donc, elle était cobaye d'une démonstration. Et en une seule séance, elle s'est débarrassée de son vertige, à tel point qu'aujourd'hui, je crois qu'elle nous regarde du 14e étage, parce qu'elle s'est acheté, maintenant qu'elle n'a plus de vertige, un appartement au 14e étage. Super, ça c'est chouette. Alors, il y a des phobies, effectivement, qui se règlent en une séance, voire deux, mais souvent une. Et il y a des phobies qui nécessitent un peu plus de temps parfois. Notamment la question sur la phobie du sang. Est-ce que tu as l'expérience de la phobie du sang? Parce que moi, j'ai pas eu l'expérience. Moi, j'ai eu la phobie de la piqûre. Et effectivement, on peut régler ça aussi assez rapidement. Il me semblait que pour le sang, c'était un petit peu particulier. Tu as des notions, toi, là-dessus? Alors surtout, la particularité de la phobie du sang et de la phobie des piqûres, d'ailleurs, c'est que c'est les deux principales phobies où les gens vont vraiment tomber dans les pommes. C'est-à-dire que pour l'immense majorité des phobies, les gens ont eu peur 1000 fois dans leur vie de tomber dans les pommes, de faire un malaise, mais ils n'ont jamais fait ce malaise. Sur presque 30 ans de carrière, je n'ai rencontré que 3 phobiques des araignées qui étaient tombés dans les pommes face à une araignée. Mais ça, c'est extrêmement rare. Par contre, phobie des piqûres et du sang, eux, ils tombent dans les pommes, pour de bon. Et donc ça, c'est la première particularité. Maintenant, pour ce qui est piqûres et sang, je pense que ça fait partie des choses qu'on peut aussi réussir à régler en une seule séance, et plutôt sur le modèle de l'exposition progressive. Alors avec les piqûres, je pourrais le faire pour de vrai. C'est-à-dire qu'à mon cabinet, j'ai des pistons, des seringues, et sur une séance qui durera au maximum 1 heure et demie, on va y aller en exposition progressive en disant à la personne que je commencerai par poser mon doigt sur son coude ici, par exemple, si elle a peur des prises de sang. Et puis, ça va suffire à la stresser d'avoir le doigt comme ça qui est posé à l'emplacement où on fait la prise de sang. Puis après, je prendrai un stylo et puis je vais appuyer avec la pointe du stylo qui ressemble déjà plus à une aiguille. Et puis, j'ai prévenu les gens avant que j'avais mes pistons, mes seringues. Après, je vais appuyer un piston. Après, je vais appuyer une seringue en faisant attention à ne pas traverser. Après, je vais rassocier les deux, pistons et seringues. Et en gros, l'idée, c'est que à chaque étape, ça dure quelques instants d'être exposé à ce qui fait peur, quelques minutes pour se calmer. Et à chaque fois qu'on arrive à gérer une étape, on va à la suivante. Et donc, sur 1 heure et demie maximum, on a conduit dès le départ de la fin de la séance, c'est-à-dire de l'objectif au bout de la séance. L'objectif, c'est que les gens soient capables par eux-mêmes de tenir la piqûre, c'est-à-dire piston et seringue associés, de tenir la piqûre et de l'appliquer sur leur veine. Et quand ils sont capables eux-mêmes de faire ça, ils sont capables ensuite d'aller refaire leur vaccin, leur prise de sang ou je ne sais quoi. Ok, merci. Je vais regarder un petit peu les questions que l'on a. Ouais. J'ai Nico qui me dit la résolution de la phobie ne dépend pas de la phobie, mais plutôt du phobique. Je pense que si tu peux répondre à ça éventuellement, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. D'une manière générale, on pourrait dire que ça dépend toujours du patient, et plus de ses ressources et de ses capacités que du problème qu'il présente. C'est pour ça que, quelle que soit la question, je dis bah oui, ça vaut toujours le coup d'essayer l'hypnose. Il paraît que Erickson a réussi à faire pousser des poitrines chez des femmes qui n'avaient pas développé leur poitrine. Donc si l'hypnose fait ça, l'hypnose peut tout faire. Et dis donc, ça va rendre service. Hein. Il y a un filon à creuser là. Il y a un marché. Erickson a publié 3 cas, sérieusement, Erickson a publié 3 cas de développement de la poitrine chez les femmes qui ne les avaient pas développées. Okay. Donc, l'hypnose peut beaucoup de choses, ça dépend des ressources des gens. Après, de manière générale, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne sera pas phobique. Et dans la phobie, il y a aussi une question de confiance en soi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de la capacité dont je pense pouvoir répondre aux événements qui me sont proposés.
Donc, chez le phobique, on va aussi travailler bien souvent la confiance en soi. Maintenant, quand il sort de la phobie, il se sent plus fort, donc il prend confiance en lui. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément de... Souvent, on dit, bah oui, mais si on règle le symptôme sans régler le problème de base, il va y avoir rechute. Non, parce que quand on règle le symptôme, on grandit globalement, et on n'est plus la même personne après. Comme celui qui a arrêté de fumer, il n'est plus la même personne après. Si j'étais capable d'arrêter de fumer, alors je suis capable de faire telle ou telle chose. Ok. Alors là, j'ai une question. Il me dit finalement, c'est exactement, c'est comme le flooding en TCC. Ben, la réponse est oui, en plus rapide. Je te laisse répondre à ça. Sur l'exposition, sur la technique du millefeuille. Oui, tout à fait. Comme je disais, l'hypnose va être un amplificateur. Et donc, l'hypnose va rendre plus intense tout ce qui fonctionne déjà autrement. Je dis toujours, hein, les gens qui font des massages, faites une petite séance d'hypnose avant le massage et les gens vont avoir un vécu encore plus intense du massage qu'ils vont recevoir. L'hypnoanalgésie, c'est la même chose. Quand on fait des opérations en hypnose, sous hypnose, on met quand même du produit anesthésiant, sauf qu'on en met une fois, deux fois, trois fois, quatre fois moins que ce qu'on peut mettre d'habitude, parce que l'hypnose va aussi amplifier l'effet du produit chimique, ou plutôt l'hypnose, elle va baisser l'angoisse, justement. Les dentistes nous disent que chez les patients qui sont très, très, très anxieux, l'anesthésie ne prend pas, ou alors qu'ils sont obligés de repiquer plus souvent parce qu'ils vont brûler le produit beaucoup plus fort. Et donc, je pense qu'avoir cette capacité à être calme, avoir cette capacité que j'appelle force tranquille, être dans sa sérénité, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, un beau cadeau à faire à nos enfants, parce que la peur, l'angoisse exagérée, va nous user, va nous plier là comme au métal de tout à l'heure, et nous rendre plus fragiles par rapport à plein de choses. Ok. Alors, j'ai plusieurs questions. Là, on va les prendre une par une. J'ai une question. Est-ce que l'hypnose marche systématiquement dans la phobie? Ou est-ce que ça fonctionne que sur certaines personnes? Ah, je pense que vraiment, phobie et hypnose, c'est un des meilleurs domaines d'application. Donc, il n'y a rien qui marche avec tout le monde. Bien sûr qu'on a aussi des échecs. Mais phobie, c'est vraiment un des domaines où l'hypnose apporte le plus. Et là, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ok. Hypnose et anorexie, par exemple, on sait qu'on va pas apporter grand-chose. L'anorexie, c'est pas notre dada. Pour la cigarette, ça marchera mieux que pour l'alcool, etc. Mais phobie, ça fait vraiment partie des choses où là, ça vaut la peine d'utiliser l'hypnose. Ça marche très, très, très bien. Ok. Il y a Marine qui nous demande, concernant la phobie en voiture suite à un gros accident, avec une grosse sensation de perte de contrôle, plus on va vite, est-ce soignable par l'hypnose ou par la TCC? Ouais, bah, de toute façon, les deux fonctionnent, que ce soit hypnose ou TCC. Après, de manière générale, dans les phobies, il s'agit de faire distinction entre qu'est-ce qui est vraiment phobie et puis qu'est-ce qui est finalement un espèce de stress post-traumatique. Tu as des gens qui ont peur de l'avion alors qu'ils n'ont jamais pris l'avion. Donc ça, c'est vraiment du domaine phobique. Après, tu as des gens, quelques-uns, pas beaucoup, parce qu'on ne survit pas toujours, mais tu en as quelques-uns qui ont peur de l'avion parce qu'ils ont vécu un crash déjà en avion. C'était le cas d'un de mes patients qui, en aviation privée, il était dans un petit avion à 4, ils sont tombés, ça a été le seul survivant. Donc lui, bien sûr, il était stressé par rapport à prendre l'avion, mais c'est pas une phobie en tant que telle. Il est plus dans un truc post-traumatique. Donc là, après un accident de voiture, je me posais la question, est-ce que c'est phobique ou est-ce que c'est post-traumatique? Mais après, les deux se règlent. Le post-traumatique, tu règles exactement de la même manière? Il y aura quelques petites nuances. Par exemple, en post-traumatique, on peut faire revivre, il y a une technique qui est de faire revivre la scène de l'accident, du traumatisme originel, en modifiant un certain nombre de choses. Alors, dans le temps, on parlait de rembobiner la cassette. Je sais bien que les jeunes aujourd'hui n'utilisent plus de cassette et de magnétoscope depuis longtemps. Mais l'idée, je vais rembobiner la cassette pour passer une fois le film en noir et blanc, parce qu'en noir et blanc, il n'y a plus la couleur du sang, il n'y a plus la couleur du feu ou je ne sais quoi. Je vais rembobiner, repasser le film sans son, parce que quand il n'y a pas le son, et ben, du coup, il n'y a pas les cris, il n'y a pas les explosions, il n'y a pas les coups de feu, il n'y a pas les choses comme ça. Je vais rembobiner le film, je vais enlever le son et l'image, mais je vais garder que les émotions. Je vais rembobiner le film, et puis je demande à la personne de le revivre, mais cette fois-ci en mettant le son, l'image, mais pas les émotions. Et l'idée, c'est qu'on va morceler, on va couper en petits morceaux le traumatisme, parce que ce qui fait traumatisme, c'est ce qui était trop gros à digérer. Le morceau était trop gros, j'ai pas réussi à le digérer, et donc je vais le faire revivre en fractionné, en petits morceaux,
pour que notre système psychique puisse le digérer et puis dépasser finalement l'épreuve que j'ai vécue. Ça, par exemple, on n'a pas dans les phobies, mais on a en post-trauma. Okay. Super. J'ai encore une question sur comment gérer la phobie de vomir. La phobie de vomir, ça sera aussi en exposition progressive parce que les gens qui ont la phobie de vomir vont éviter toutes les situations qui pourraient les mettre mal à l'aise. Donc, si on sait que tu as des petits-enfants qui sont en âge d'avoir la gastro, on n'ira pas chez toi parce qu'on a peur que les gamins vomissent. Et juste le fait d'entendre quelqu'un vomir, ça me met mal à l'aise. Donc là encore, plutôt que de fuir, je vais m'exposer. Donc, par exemple, j'avais une patiente qui avait peur de vomir. Quand elle croisait un SDF, elle changeait de trottoir parce qu'elle se disait les SDF, ils boivent et peut-être ils peuvent vomir ou des choses comme ça. Donc, plutôt que de fuir, toujours pareil, je vais affronter. Alors, l'exposition progressive, ça peut se faire avec la télévision. Hein. C'est quand il y a quelqu'un qui vomit à la télé, je change de chaîne. Non, là, je change pas de chaîne et même je vais repasser le film encore une fois, plusieurs fois. J'avais une patiente qui faisait des espèces de soupe à la tomate, parce que la soupe à la tomate, ça ressemble à un truc que tu aurais vomi. Et donc, elle regardait ses soupes à la tomate jusqu'à ce que ça ne lui crée plus d'émotion. Elle s'est débarrassée de ses phobies de cette façon-là. Donc, finalement, on est toujours au même principe sur l'exposition. Ah, on n'a pas réinventé grand-chose, hein. On soigne la peur par la peur. Il y a des gens qui ont peur de faire de l'hypnose. Eh ben, il faut faire des séances d'hypnose. La première est difficile, la deuxième un peu moins, la troisième encore moins. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur aller courir. Les premières fois que tu mets tes baskets, tu as vachement mal aux jambes et puis tu es essoufflé tout de suite. Mais si tu cours pendant 3 mois, au bout de 3 mois, tu n'es plus aussi essoufflé. Là, à l'hypnose, c'est la même chose. Tu fais tes séances, les premières, tu es morte de trouille. Puis quand on a fait 100, tu as beaucoup moins peur. Sauf que pour en avoir fait 100 et avoir moins peur, il faut avoir fait les 10 premières. Ok. Alors, j'ai encore une question. Pour la phobie du coronavirus, c'est d'actualité. C'est d'actualité, ouais. Mais je pense justement que c'est une situation inédite à laquelle on n'a jamais été confronté. On s'est rendu compte pour la grippe espagnole précédente, là, celle qui a fait des millions de morts, que contrairement à celle d'aujourd'hui qui tue les personnes âgées, la grippe d'il y a quelque temps n'avait pas trop tué les personnes âgées. Et en fait, on s'est donc rendu compte que c'est parce qu'ils avaient vécu déjà une épidémie qui était comparable 50 ans avant, et que ceux qui avaient survécu étaient immunisés. Donc encore une fois, quand on s'expose, on devient plus fort. Là, c'est quelque chose d'inconnu pour la plupart d'entre nous. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment ça va finir. Les gens sont tous de plus en plus stressés, donc ils sont de plus en plus agressifs, etc. Donc il y a vraiment une espèce de marmite, une espèce de bouillon de chaudron qui fait que oui, le niveau de stress est en train d'augmenter globalement. C'est clair. Même réponse que tout à l'heure, respirez, donnez-vous vos ressources, faites-vous votre petit, les Asiatiques, par exemple, ils ont des petits endroits là où ils vont mettre leurs offrandes ou je ne sais quoi, et pour eux, ça va les ressourcer. Nous, de nos fermes, nos petits totems d'énergie positive ou de je ne sais quoi, que ce soit la photo de vos gamins, que ce soit les odeurs, que ce soit les pâquerettes, que ce soit ce que vous voulez, mais donnez-vous vos ressources positives et au quotidien. Ok, effectivement, ça me fait rire parce que j'ai eu Claude Michel au téléphone, je ne sais pas s'il nous écoute, mais je lui disais, parce que Claude Michel, donc je le verrai bientôt, on va spécialiser sur les TOC, et je lui disais, mais dis donc, comment sont tes patients actuellement qui ont des TOC? Il dit, mais en fait, ça m'a fait rire, il me dit, en fait, ils sont parfaitement bien, parce que pour une fois, ils ont l'impression d'être comme tout le monde. Ouais. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça, c'est assez drôle finalement. Alors, j'ai d'autres questions. Je vais donc continuer. Nous rencontrons de plus en plus de phobies scolaires, Alexandre, sans parler de phobie administrative. La phobie scolaire serait-elle à prendre comme la phobie de l'avion? Alors, en toute sincérité, la phobie scolaire, c'est un truc dont j'ai du mal à me dépêtrer par rapport aux différentes phobies. Celle-ci me semble, en tout cas moi, plus compliquée à gérer. Et je pense que la phobie scolaire, c'est plus le signal d'une détresse, d'une inadaptation, je ne sais comment le dire, mais en tout cas de gamins qui vont pas bien. Et que là, il y a certainement du systémique à faire et de voir les choses de façon plus globale. Cette phobie scolaire, elle est un signal d'alarme.
qu'est-ce qui va pas chez ce gamin, qu'est-ce qui va pas dans cet environnement. Ça peut être du harcèlement, hein. Quand je parle de systémique, c'est pas forcément la famille, les parents. Ça peut être du harcèlement scolaire à l'école, ça peut être mille choses, hein. Mais on sait tous, mais l'inconvénient aujourd'hui du harcèlement scolaire, c'est qu'avant, il s'arrêtait à la porte de l'école. Maintenant, c'est du 24 heures sur 24 parce que le harcèlement, il se fait sur les réseaux sociaux, il se fait sur Snapchat, sur je ne sais quel réseau où sont les jeunes, et que donc c'est jour et nuit. Et que c'est le stress, parce que quand tu te réveilles, t'es gamin, tu te réveilles, et la première chose que tu fais, c'est aller voir sur le téléphone ce qu'on a publié sur toi pendant la nuit, avec le cœur qui bat très fort au moment d'aller voir ce qu'il y a sur les réseaux. Donc c'est toujours pareil, c'est exposition à un stress permanent, et donc ils sont plus en période de fragilité. Oui, effectivement, ces histoires de harcèlement, etc., c'est quand même très d'actualité. Moi, j'ai traité un gamin pour une phobie scolaire et en fait, en utilisant la méthode de Muriel Fuchs sur le système des dessins, elle fait un dessin du problème, elle fait faire à l'enfant un dessin du problème, puis un dessin de sa solution réglée. Et on travaille ensemble sur comment arriver à sa solution. Je pense que c'était pas quelque chose de, c'était quand même handicapant parce qu'il voulait plus aller à l'école, le gamin. Mais en fait, ça s'est réglé assez vite, mais il a réglé d'autres choses autour. C'est-à-dire qu'il a réglé une histoire de harcèlement avec un gamin qui était toujours dessus. Donc, effectivement. Alors, j'ai d'autres choses, j'ai encore d'autres questions. Donc, c'est super, vous posez plein de questions, c'est parfait. Sylviane me dit, pour m'être penchée sur la question de la phobie traitée par l'hypnose, j'ai entendu parler du risque que cette phobie se déplace ailleurs et que d'une certaine manière, elle ne soit pas réellement réglée. Oui, non, ça c'est ce qu'on entend depuis très longtemps et très souvent, ce qu'on appelle la symptomatologie substitutive. C'est une vieille idée qui est héritée principalement de la psychanalyse, où en fait on nous disait, mais oui, mais le symptôme, il vient parler d'autre chose. Et si vous vous contentez de régler le symptôme sans régler la cause plus profonde, alors forcément ça va revenir. Parce que vous coupez les feuilles, mais les racines sont toujours là, et donc ça va repousser. On constate avec les TCC qui existent depuis plus de 40 ans que statistiquement parlant, c'est pas le cas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, que quelqu'un qui sort d'une phobie, son contraire plus fort, prend confiance en lui et dans sa capacité à résoudre des problèmes. Donc en général, on va mieux après qu'avant, et c'est moins de 10% des cas, moins de 10% des cas où il y a un retour du symptôme, du refoulé, de ce que vous voulez. Mais donc pour 90% des gens, la phobie s'en va et c'est tout. Sur le tabac, la rechute est plus importante. Le tabac, c'est 50% de rechute à peu près. Mais voilà, sur la phobie, non, les gens vont régler leurs problèmes et il n'y en a pas d'autres qui viennent à la place. Ok, alors il y a une autre question, mais je pense qu'on y a répondu, qui était qu'avez-vous pu identifier comme spécificité propre aux angoisses du confinement et quelles sont les techniques d'hypnose les plus adaptées et rapides pour que ces peurs, anxiétés, angoisses relatives à cette situation de confinement? Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce que tu as déjà dit? Ouais, on peut rajouter cette technique là qui s'appelle 5-4-3-2-1 qui vient d'Ivan Dolan, qui est indiqué pour les gens qui ont des ruminations, parce que dans le stress, il y a beaucoup de ruminations, mais comment on va s'en sortir, comment ça va être, le déconfinement, tatati, tatata, etc. On pense toujours aux mêmes choses. Et donc la technique du 5-4-3-2-1, ce qu'on appelle aussi la spirale sensorielle, c'est je vais énoncer 5 choses que je vois. Je vois mon écran d'ordinateur, je vois Tania, je vois les arbres là-bas derrière, je vois. Donc 5 je vois. Et puis ensuite, on va dire 5 j'entends. J'entends ma voix, j'entends la soufflerie de l'ordinateur, j'entends les oiseaux. 5 choses que j'entends. Et puis 5 je sens ou je ressens. Alors je sens, c'est soit je sens les odeurs, ou je ressens, par exemple, je sens le dossier de la chaise dans mon dos, je sens la chaleur du soleil sur ma peau, des choses comme ça. Et donc spirale, parce qu'une fois que je fais 5 je vois, 5 j'entends, 5 je sens ou je ressens, je vais tout recommencer, mais avec 4. Puis je vais tout recommencer, mais avec 3, puis avec 2, puis avec 1. Et quand je passe à la série de 4, 4 je vois, 4 j'entends, 4 je sens, c'est pas forcément 4 parmi les 5 premiers. Parce que l'idée, c'est que j'énonce ce qui est présent à mes sens au moment où je parle. Donc, ça rejoint une espèce de méditation pleine conscience. C'est être ici et maintenant. Et cet exercice est surprenant parce qu'il est tout bête, mais au bout de cette spirale 5, 4, 3, 2, 1, je suis donc par je vois, j'entends, je sens.
Bon, en quelques instants, ça amène à un retour au calme assez important et surprenant. Absolument, on est toujours. Le problème des peurs, de beaucoup de peurs, c'est la peur de l'avenir ou c'est les ruminations du passé, mais c'est rarement le présent finalement. Donc là, ça nous ramène directement dans l'instant présent. Ouais, c'est ce que je dis quand je dis qu'il y a trois façons d'aller mal. La première façon d'aller mal, c'est de ruminer le passé et je vais être dépressif. Mais pourquoi elle m'a quitté? Mais pourquoi c'est plus le bon vieux temps? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Donc celui qui regarde derrière est dépressif. Après, savoir peur de demain. Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment ça va être demain? Est-ce que je vais pas mourir? Est-ce que je vais pas avoir de maladie? Comment ça va se passer pour mes parents, mes enfants, je ne sais quoi? Avoir peur de l'avenir, c'est être anxieux. Et d'ailleurs, c'est les deux médicaments qu'on va chercher chez le pharmacien, soit des antidépressifs, soit des anxiolytiques. Et la troisième façon d'aller mal, bah, c'est la psychose, c'est la folie. Et là, je suis probablement né avec. Et c'est la troisième gamme de médicaments. Je vais prendre des psychotiques. Mais voilà, donc il y a trois façons d'aller mal. Sur les deux premières, on doit pouvoir agir. Sur la troisième, c'est plus compliqué. On ne peut qu'équilibrer. Ok. J'ai encore une question. Marine qui nous dit, donc la phobie, c'est quelque chose qu'on imagine plutôt que quelque chose qu'on a réellement expérimenté pendant la dérogation. Ah bah, en tout cas, la phobie, c'est vraiment une maladie de l'imaginaire parce qu'au fur et à mesure que j'avance vers l'ascenseur, j'imagine comment ça va être terrible dans l'ascenseur, surtout si jamais l'ascenseur devait tomber en panne et surtout si jamais je devais bloquer dedans, rester bloqué dans l'ascenseur. Et donc, comme j'ai peur de rester bloqué, je prends l'escalier. Et une fois que j'ai pris l'escalier, je me sens vachement mieux et je me dis même, j'ai raison de ne pas prendre l'ascenseur. Donc oui, c'est vraiment une maladie de l'imaginaire. Et souvent, je dis aux phobiques qu'il faut arrêter de faire Spielberg. Il faut arrêter de se faire des films parce que le phobique, il se fait toujours des films sur oui, mais on ne sait jamais. Par exemple, l'avion que je vais prendre, il pourrait tomber. Personne ne peut me garantir que celui-là, il ne va pas tomber, ou qu'il ne va pas exploser, ou qu'il ne va pas rester bloqué, ou que je ne sais quoi. Donc le Spielberg, le phobique, il imagine toujours 50 scénarios catastrophes et il réagit à son imaginaire bien plus qu'au réel. Si la phobie c'était le réel, personne n'aurait peur des araignées en France. On n'a pas beaucoup de mygales et de tarentules mortelles. Et comme tout le monde, je lis les journaux tous les jours en ce moment, je n'ai pas encore vu une seule araignée sauter à la gorge de quelqu'un et l'égorger. Donc tous ceux qui ont peur des araignées, par définition, ont peur de l'imaginaire. Bon. Alors j'ai encore une question. Est-ce prudent de pratiquer des séances d'hypnose à distance? Ben, là, c'est un débat aussi qui est très d'actualité avec tout ce qui est les séances par justement ce genre de technique, là, en tout cas, tout ce qui est les séances à distance. Euh, Théoriquement parlant, il y aurait le risque que quelqu'un parte dans un mauvais trip et qu'à distance, je n'arrive pas à le rattraper. Maintenant, tous les gens qui font des formations sur comment faire des séances d'hypnose à distance insistent sur comment poser des fusibles, comment mettre en place des précautions. Donc, je pense que le risque, il est finalement infime. Et en tout cas, on n'a pas eu de retour négatif pour l'instant, alors qu'il y a déjà eu des milliers de séances qui se sont faites par téléconsultation comme ça. Donc, le bénéfice est beaucoup plus important que le risque, à mon avis. Okay. Le mieux, c'est quand on peut être en présence, bien sûr. L'hypnose, ça se fait à deux dans une bulle. Donc, si je peux être en présence de mon patient, c'est génial. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Et donc, il vaut certainement mieux faire par vidéo que pas du tout. Ok. Christophe nous dit, parfois, il y a aussi la peur d'avoir peur, ça on est bien d'accord, que la peur d'avoir peur revienne alors qu'elle n'est plus. Alors que fais-tu, Olivier? Je pense qu'il y a toujours une dernière étape du travail à valider. Je vais encore faire un lien avec le tabac. C'est que quand tu as arrêté de fumer, il s'agit d'être capable de rentrer dans une nouvelle identité qui est vraiment une nouvelle identité de non-fumeur et d'avoir des réflexes de non-fumeur. Et par exemple, je ne connais aucun non-fumeur qui s'amuse à allumer la clope de sa copine ou de son copain. Je ne connais aucun non-fumeur qui dit tiens, je tirerais bien juste une taffe. Et donc, tant que t'en as à dire, ah là là, qu'est-ce que ça serait bon quand même de tirer une taffe, c'est que quelque part, tu restes dans une zone de danger. Tant que tu t'amuses à allumer la cigarette des autres, c'est que tu restes dans une zone de danger et que t'as pas franchi ce dernier pas qui t'amène vraiment dans le pays des non-fumeurs. Il s'agit d'aller au bout de la modélisation. Et donc, phobique, même chose. Si tu gardes la phobie, que peut-être la phobie pourrait revenir, c'est que tu es encore un peu phobique et que tu n'as pas été au bout du travail.
Donc, elle est vraiment au bout de cette dernière étape d'être dans ton identité de même pas peur. Ok. Alors là, j'ai tout plein de questions qui arrivent. Je vous rappelle. Je te coupe pour terminer cette réponse parce que finalement, j'en reviens. Dalai Lama nous disait il n'y a que deux choses, la peur ou l'amour. Et je pense qu'il n'y a que la peur ou le plaisir. C'est-à-dire que par exemple, ceux qui ont peur de l'avion, quand ils sont dans le plaisir d'être dans l'avion, parce que par rapport à l'avion, c'est soit tu as peur, soit tu es excité, tu es déjà en vacances quand tu es à l'aéroport. Moi, j'aime bien arriver à l'aéroport, c'est déjà chouette. Et donc, effectivement, quand tu es dans le plaisir dans l'avion, ça y est, tu n'es plus phobique. Donc, c'est vraiment passer de la peur au plaisir. Et quand tu es capable de vivre le plaisir, ça va, c'est réglé, tu n'es plus phobique. Le plaisir de caresser un chien, le plaisir de... Voilà, alors par rapport au vomi, il n'y aura peut-être pas beaucoup de plaisir, mais la plupart des phobies vont amener finalement un espèce de plaisir. Quand tu es dans le plaisir, quand tu es dans l'amour, tu n'es plus dans la peur. Ok. Alors, j'ai plusieurs questions sur la phobie, donc je vais t'en poser plusieurs en même temps, puis tu dispatcheras tes réponses si tu veux bien. Je rappelle aux personnes qui posent des questions, j'ai plus de chances de voir vos questions, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde là, en mettant questions et en écrivant votre question derrière, parce que quand vous échangez aussi entre vous, c'est plus facile pour moi de repérer les questions. Donc, je vous invite à procéder comme ça. Donc, j'ai une personne qui me demande... Je constate des effets parfois amplifiés dans mes séances en visioconférence. Est-ce que tu peux l'expliquer? Et une deuxième question toujours, quels sont les fusibles pour ces séances à distance? Voilà, je pense que pour gagner du temps, on peut vraiment renvoyer aux formations de Laurence Lovici, par exemple, dont j'ai parlé dans la newsletter, et puis de Rémi Phoenix. Donc, c'est deux personnes dont j'ai entendu parler de façon très positive par ceux qui avaient suivi leur formation. Et c'est des formations gratuites ou qui coûtent 20 euros, qui coûtent pas grand-chose, et sur plusieurs heures. Et donc, je pense que là, vraiment, c'est aller voir ces deux spécialistes qui indiquent justement tous ces fusibles à mettre en place. Après, c'est un peu les mêmes fusibles que pour l'auto-hypnose de toute manière. Par exemple, vraiment se suggérer que si quoi que ce soit nécessitait notre intervention extérieure, on serait capable aussitôt de ressortir de notre état d'hypnose, que s'il y a une coupure Internet, une coupure d'électricité ou je ne sais quoi, je vais pouvoir ressortir de ma séance d'hypnose tout seul. C'est des fusibles finalement de bon sens. Ok. Encore une question. Vous avez beaucoup de questions, c'est super. Quelles inductions que choisir de façon privilégiée pour les phobies? Vraiment, par rapport aux phobies, je pense que c'est les inductions sur le lieu sûr, le bon souvenir, sur la relaxation. Parce que du coup, ces relaxations vont devenir la solution. Elles vont activer le parasympathique qui va venir équilibrer le sympathique. Et donc, il s'agit de devenir expert de la zen attitude. Et l'hypnose, pour ça, l'auto-hypnose, c'est, je pense, Jean Godin, qui avait donc fait sa thèse sur la relaxation, disait que l'hypnose, c'était la meilleure technique et la plus rapide pour finalement apprendre à se relaxer et à se détendre. Effectivement. Alors j'ai encore plein de questions. Donc la phobie du bruit, est-ce que tu as des choses? Et puis j'ai une deuxième question. Donc quelqu'un qui aurait eu un patient qui a la phobie de mourir par la punition de Dieu. Alors bruit et Dieu. Tu as quelque chose pour ça? Il y a des phobies originales et on n'a pas fini de toutes les voir. Une phobie qui est assez classique par rapport. Je pense qu'il faut distinguer deux choses, c'est phobie ou hypersensibilité. Tu as des gens qui ont des hypersensibilités au bruit ou même peut-être aux ondes magnétiques, électromagnétiques ou je ne sais quoi. Et donc l'hypersensibilité, ça va pas être de la phobie. Là où par contre, phobie au bruit, ça me fait associer sur les gens qui ont peur des ballons qui vont exploser, qui ont peur des bouchons de champagne qui vont sauter. Comment est-ce qu'on peut avoir peur d'un bouchon de champagne? Ça, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Mais donc voilà, il y a des gens qui ont peur du bruit qui va les pétards, le 14 juillet, tous ces trucs-là. Et je pense que d'une manière générale, la phobie, ça parle justement de je n'ai pas la maîtrise, je n'ai pas le contrôle, je ne sais pas ce qui va se passer. Et que le bruit, c'est l'imprévu, c'est la détonation. Je suis persuadé que derrière toute angoisse, derrière toute phobie, il y a finalement la peur de mourir. Et que justement, personne ne sait comment il va mourir, quel jour il va mourir, de quelle manière, dans d'atroces souffrances ou pas, vieux ou jeune, etc., etc. Persuadé que derrière toute phobie, c'est finalement la peur de la mort qui est là, la peur de l'inconnu qui est là. Et donc, ce pétard qui va exploser soudainement, il vient aussi quelque part symboliser ça. Okay. Après, par rapport, très souvent, la phobie est associée à une forme de superstition.
à différentes croyances. Donc celui qui est dans une phobie de mourir d'une punition divine ou je ne sais quoi, il s'agit après de voir aussi toujours cette histoire de diagnostic différentiel. Comme je disais, est-ce qu'on est dans des phobies? Est-ce qu'on est dans du stress post-traumatique? Est-ce qu'on est dans autre chose? Et on peut être aussi dans des délires mystiques. Est-ce qu'on est là? C'est pas le cas, je pense pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de temps en temps, il y aura des délires mystiques ou des choses qu'on va prendre pour de la phobie qui sont pas de la phobie. Par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui a peur d'avaler, mais en vérité, il n'a pas peur de l'étouffement quand il avale. Il a peur d'être empoisonné parce que il est paranoïaque ou quelque chose comme ça. Donc, toujours être attentif à ces diagnostics différentiels. Ok. J'ai plusieurs questions sur l'anxiété généralisée. Alors, j'ai plusieurs patients qui souffrent d'anxiété généralisée et imaginent le pire dans les situations du quotidien. Est-ce que tu as des pistes? Une des pistes, tu peux en parler mieux que moi avec la PNL et la modélisation, c'est que voilà, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide, qui voient toujours la catastrophe qui va arriver. Et il s'agit d'être capable de faire un air sur image et à chaque fois de se dire, bon, ça serait quoi l'opposé de ce que moi je suis en train de penser? C'est quoi la version positive de ce que je suis en train de penser? Comment il ferait un tel qui est toujours positif? Absolument. Un exercice qu'on peut conseiller, c'est de demander aux gens d'écrire. Alors, vous prenez un cahier, sur la page de gauche, vous écrivez toutes les pensées négatives que vous avez eues. Et puis, vous reprenez votre cahier, une fois que le temps est passé, pour noter quelles catastrophes sont réellement arrivées. Et vous notez sur la page de droite combien de catastrophes sont réellement arrivées. Et au bout d'un moment, une fois que vous aurez rempli 2-3 cahiers, vous vous rendrez compte que vos pages de gauche, elles sont noires, 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 parce que vous imaginez 200 catastrophes, et que les pages de droite, elles sont quasi blanches, parce que sur 200 catastrophes, il en arrive une de temps en temps. Ok. Effectivement, en TCC, on travaille beaucoup sur les pensées, sur les biais cognitifs, pour faire prendre aux gens que finalement, ce n'est que leurs pensées qui créent leur anxiété. Et on est très proche, effectivement, dans la PNL. Ok. J'ai aussi Michel qui me pose une question. Peut-on dire que plus on a confiance en soi, moins on est anxieux? Et dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas systématiquement travailler sur la confiance en soi et de quelle manière? Si, tout à fait, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Si j'ai confiance en moi, a priori, je suis pas phobique et je suis pas tellement anxieux. Et donc, dans la formation que je propose là en 2 jours sur la phobie, il y a toujours un chapitre sur la confiance en soi, parce que ça fait partie vraiment du tableau, hein. Comment augmenter la confiance en soi? Là, c'est difficile d'y répondre en quelques phrases. Mais en gros, les 4 piliers de la confiance en soi, c'est la notion, d'abord la plus facile à travailler, c'est la notion des capacités. J'ai fait 100 000 séances d'hypnose, j'ai confiance en moi pour faire de l'hypnose. Donc la pratique va nous amener confiance en nous. Premier pilier de la confiance en soi, c'est les capacités. Le deuxième pilier de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Pour avoir de l'estime de soi, il faut qu'on corresponde à nos valeurs. Donc, celui qui, par exemple, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur anorexie, boulimie. Dans l'anorexie, boulimie, je vais accorder beaucoup trop d'importance à mon apparence physique pour avoir de l'estime par rapport à moi. L'estime de soi, elle est conditionnée par les valeurs. Ça suppose d'avoir fait un travail de repérage des valeurs de chaque patient. Et donc, si je corresponds à mes valeurs, si j'ai des points forts là où j'ai mes valeurs, j'aurai une meilleure estime de moi. Le troisième pilier de la confiance en soi, c'est l'amour de soi. La différence entre l'amour et l'estime, c'est que si l'estime, elle est conditionnée par les valeurs, l'amour, lui, il est totalement inconditionnel. J'en reviens 30 secondes sur les valeurs en prenant l'exemple qu'on a dans le bouquin L'estime de soi de Christophe André, parce qu'il explique bien les choses. J'ai 2 gamins qui sont super doués en sport et nuls en mathématiques tous les 2. Le premier gamin a une bonne estime de lui, le deuxième gamin qui a exactement le même profil a une mauvaise estime de lui. Mais c'est parce que le premier gamin qui est super doué en sport, son papa c'est Zinedine Zidane, et que du coup il fait la fierté de son père. Et dans la famille Zidane, c'est important d'être doué en sport. Donc comme il est super bon en sport et qu'il est nul en maths, il s'en fout d'être nul en maths, il a une bonne estime de lui, il s'est tapé dans un ballon. Le deuxième, son papa, il s'appelle pas Zinedine Zidane, il s'appelle Albert Einstein. Et dans la famille Einstein, quand on est nul en maths, bah, c'est pas bien vu. Donc, alors que les 2 gamins ont le même profil, ils n'ont pas du tout la même estime d'eux-mêmes, parce que l'estime dépend de nos valeurs. Cet exemple, je trouve qu'il explique bien les choses.
L'amour, lui, il est totalement inconditionnel. J'aime ma femme. Si demain elle prend 50 kilos et que suite à son cancer du sein, on lui enlève les deux poitrines et que je la quitte, alors c'était pas du véritable amour. Je l'aimais juste parce qu'elle était belle et qu'elle avait deux poitrines ou je ne sais quoi. J'aime mes enfants. Si demain mes enfants, j'en sais rien, moi, il leur manque un doigt, il leur manque un bras, je continue de les aimer. Le véritable amour est inconditionnel. C'est-à-dire que ça, c'est plus difficile à travailler. Les deux premiers piliers, les capacités et puis l'estime, ça peut se travailler. L'amour, c'est un petit peu plus difficile à travailler. Maintenant, pour le travailler, il faut voir les côtés positifs de soi. J'aime ma femme, je l'aime pour ses qualités, du coup, j'oublie ses défauts. Bah, moins j'ai d'amour pour moi-même, plus je vais faire l'inverse, plus je vais voir tous mes défauts et oublier complètement mes qualités. C'est comme l'anxieux qui voit tout en négatif, mais encore, il faut apprendre à voir le positif. Et le dernier pilier de la confiance en soi, c'est justement le fait de tomber cette fois, se relever 8, c'est la persévérance. Tous les sportifs de haut niveau sont passés par des centaines d'échecs, ils ont perdu des centaines de matchs, mais ils sont toujours revenus. Le champion du monde a perdu beaucoup de matchs, et puis à chaque fois qu'il a une contre-performance, il revient. Au tennis, un mec comme Federer qui est inoxydable et qui est toujours là, c'est extraordinaire. Mais justement, il sait à chaque fois rebondir, il s'arrête pas sur un échec, c'est la persévérance. Ok. Bah, écoute, c'est très intéressant tout ça. Je vais regarder encore s'il y a quelques questions, puis on va bientôt s'arrêter. De toute façon, comme en ce moment on a un petit peu de temps, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on listera toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Et puis qu'on enrichira le replay de ce truc-là en répondant aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Oui, super, super. Quelqu'un me dit, Sylviane me dit, je suis sophrologue et je trouve énormément de points communs dans vos propos. Quelles sont les différences pour vous entre la sophro et l'hypnose? Ce sera, je pense, la dernière question. Et une autre question sur des livres à conseiller pour la confiance en soi. Quelqu'un qui a raté le dernier pilier de la confiance en soi aussi. Le dernier pilier, donc les 4 piliers de la confiance en soi, c'est les capacités, c'est-à-dire travailler, entraînez-vous, l'estime de soi, l'amour de soi et la persévérance. Parce que quand j'ai pas confiance en moi, au premier échec, je m'arrête. Je réessaie plus jamais parce que je trouve que j'étais nul. Si j'ai confiance en moi, je persévère parce que je me dis je vais finir par y arriver. Et puis d'ailleurs, à force de persévérer, je finis par y arriver en général. Donc voilà, persévérance, c'était le 4e pilier. Qu'il y ait beaucoup de points communs entre sophrologie et hypnose, c'est normal, parce que Caicedo ne l'a pas dit à l'époque, mais c'est largement inspiré de l'hypnose. Et d'autres choses, bien sûr, il a beaucoup voyagé, Caicedo. Mais en tout cas, par exemple, il a emprunté totalement à Schultz, le training autogène de Schultz, et des choses comme ça. Et Schultz, c'était là encore une technique d'auto-hypnose. Donc la sophrologie, c'est en partie de l'hypnose qui dit pas son nom. Comme la PNL s'inspire en très grande partie d'Erickson, et donc on voit aussi beaucoup de points communs entre des protocoles PNL et des protocoles hypnose, c'est logique, c'est le même ADN commun au départ. Après, je pense qu'une des grandes différences entre sophrologie et hypnose, c'est qu'en hypnose, c'est l'inconscient du patient qui fait le boulot. Et la sophrologie est certainement plus répétitive et plus protocole parce que c'est plus des apprentissages. Alors qu'en hypnose, je vais plus me laisser surprendre par la magie du patient, et que le patient lui-même est surpris par sa magie et ses capacités. En sophrologie, on travaille aussi avec le niveau sophroliminal, etc., aller chercher des choses, des ressources. Mais vraiment, l'hypnose va beaucoup plus insister là-dessus. En sophro, il n'y a pas les catalepsies, il n'y a pas les lévitations, il n'y a pas des trucs comme ça, qui sont la manifestation de l'inconscient dans mon physique. Parfait. Donc, merci Olivier pour la clarté remarquable de tes propositions et merci Tania. Merci à vous. Je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de fonctionner comme ça, c'était très très riche ton intervention Olivier. Et en plus, le fait de pouvoir répondre à vos questions, on est vraiment dans du live passionnant. Donc, un grand merci. Il y a des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, je vais me permettre de partager un PowerPoint parce que tout ce qu'a dit Olivier, vous pourrez bien sûr le retrouver dans nos formations quand le présentiel sera à nouveau autorisé. Donc, je me permets, et je te repasserai la parole après, Olivier. Donc, j'ai présenté la FNH tout à l'heure et juste les personnes qui se sont déjà formées nous connaissent. Donc, il y a le cycle 1 en hypnose où vous apprenez les bases, le perfectionnement et la supervision, c'est-à-dire que pendant 12 jours ou 13 jours chez moi, vous avez
toutes les possibilités d'apprendre l'hypnose, de savoir faire des inductions. C'est les premiers pas dans l'hypnose. Et ensuite, eh bien, vous avez tout ce que vous voyez ici. Encore, moi, j'ai pas tout puisque j'ai fait ce qui était sur Annecy, mais sur le site d'Olivier, sur la FNH, vous avez encore d'autres propositions. Ce sont des modules de 2 jours qui permettent, souvent sur le week-end, qui permettent de se spécialiser dans un domaine. D'approfondir, on va dire, plutôt un domaine. Notamment, vous avez hypnose et anxiété, bien sûr. Vous avez aussi confiance en soi qu'on va faire sur Annecy, donc ça répond aussi à quelques questions. Et voilà, donc je vous invite à regarder ou sur mon site ou sur le site d'Olivier. Et puis, vous avez bien sûr la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors là, je vous ai mis les documents réactifs, mais bien sûr, vous avez aussi le Facebook d'Olivier. Attendez, je ne vous ai pas partagé en fait. Voilà, je pensais vous avoir partagé, mais je m'aperçois que je ne vous ai pas partagé. Donc voilà pour les modules qui existent pour se perfectionner. Et puis, donc vous allez voir sur les sites, hein, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, il y a aussi vraiment des vidéos intéressantes sur YouTube. Et puis, Olivier, je sais que tu as envoyé là très récemment dans ta newsletter un tas de ressources avec un tas de vidéos sur YouTube. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà, j'arrête le partage. Est-ce que tu peux nous racheter, pour les gens qui ne connaisseraient pas, qui ne nous connaissent pas, Olivier, est-ce que tu peux nous donner les références de ta chaîne YouTube ou de ton Facebook? Tout simplement, vous trouvez tout ça avec mon nom, hein, Olivier Perrault, PE20T. Donc sur YouTube, c'est juste ma chaîne YouTube, vous tapez Olivier Perrault Hypnose et vous trouverez forcément la chaîne. Le Facebook, pareil, c'est celui qui a mon nom, donc simplement Olivier Perrault. Il y a aussi un groupe, Association française de nouvelle hypnose. On fonctionne beaucoup aussi avec le groupe de Philippe Miras, le gros groupe hypnose où il y a 12 000 personnes. Et d'ailleurs, vous savez que sur ces groupes Facebook… C'est bon, c'est fini, Fabrice. Il y a un onglet fichier où vous pouvez… Chérie Attention, Anne, on t'entend. Donc voilà, pour tout le monde, hein, dans les groupes Facebook, vous avez un onglet fichier où vous pouvez trouver aussi plein de ressources. Il y a des cinquantaines de fichiers différents. Okay. Je propose à tout le monde, là, pour tous ceux qui ont encore des questions, etc., donc c'est de répondre plus tard. Et puis, on a vos mails, je pense, à la plupart. Et comme je suis en train de finir un bouquin, enfin d'écrire un bouquin, là, vous savez, pour la plupart, j'en ai parlé déjà régulièrement, je suis en train de finir le chapitre sur la phobie. Donc, ce que je propose, c'est d'envoyer à tous ceux qui veulent le chapitre sur la phobie. Comme ça, vous le relirez, vous le corrigerez. Et puis, vous retrouverez les protocoles dont j'ai parlé de façon beaucoup plus détaillée. Et donc, un grand merci à toi, en tout cas. Et puis, tu as vu, j'ai réussi à te faire bosser quand même. Ouais. Période de confinement, moi, je jardine et tout ça, et voilà que je rebosse. En tout cas, ça fait plaisir de voir passer des visages connus comme Anne et d'autres là maintenant. Alexandre qui salue tout à l'heure, plein d'autres qui m'ont salué. Donc, je vous embrasse. J'ai vu passer leur ligne, j'ai vu passer différentes personnes. Donc, je vous embrasse tous. Je vous fais des bisous. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Et puis, je vais lire les questions maintenant. Ok, super. Et puis, on se retrouve pour ceux qui sont intéressés mercredi avec Marie-Christine Cabier qui nous parlera des thérapies orientées solutions. Puis en plus, qui nous a fait un beau cadeau que je vous ai transmis avec son accord, bien sûr, sur les thérapies orientées solutions. Donc, je pense que c'est un plaisir de retrouver tout le monde. Merci à tous pour votre participation. Il me semble qu'il y a eu un bug puisque quelqu'un m'a dit on avait été limité à 100 alors que j'ai pris un Zoom pour être à 500. Donc bref, je vais régler tout ça. En tout cas, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu éventuellement, je vais mettre la vidéo, on mettra la vidéo sur YouTube de cet échange qui était très très riche grâce à vous et grâce à toi, Olivier. Donc un grand merci. Et puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent confinement pour ceux qui sont confinés. Je regarde quand même s'il y a voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir et puis je vous dis à très bientôt sur une autre conférence. Bye bye tout le monde. Au revoir à tous.